C'est parti, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être parmi nous aujourd'hui, donc dimanche 20 septembre 15h30 pour notre émission Focus Sur. Je suis en présence de Joël et d'Edwige Laure Montbouly. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Bonjour tout le monde. Très bien, très heureuse de retrouver toutes nos auditrices. Idem, pareil. Alors, moi, je vais laisser la main à Joël pour présenter le sujet et en une phrase, je vous présenterai, mais je pense que vous la connaissez déjà toute avec la communication qu'on a faite. Vous avez déjà une idée de qui on a aujourd'hui en invité. J'espère que vous avez plein de questions. En tout cas, moi, j'en ai plein comme d'habitude. J'ai envie de dire. Et j'ai hâte donc de pouvoir vivre cette heure avec vous, mesdames. Oui, donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet inépuisable, pour le meilleur et pour le pire, il faut voir. Mais en tout cas, on va parler du leadership au féminin, de ces femmes qui dirigent, qui osent, qui bousculent aussi un peu l'ordre établi. Et je suis très heureuse que Edwige Laure Montbouly ait accepté de parler de ça avec nous, puisque elle a le parcours qui peut en tout cas faire la différence et puis nous parler de tous ces obstacles qu'on a dépassés et puis toutes ces belles choses aussi qu'on peut accomplir en tant que femme. Exactement. Alors moi, pour vous, en une phrase, comme je disais, justement, je vais m'éterniser et je vais, comme d'habitude, ne pas être subjectif, ne pas être objectif, mais subjectif, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est The Focus, on n'est pas là pour casser du monde, on est là pour parler des femmes qui nous inspirent, et moi, je n'ai pas honte de le dire, je lui ai déjà dit plus d'une fois, non, ce qu'on je la trouve très belle, magnifique. Ah, merci. Magnifique. Merci Linda. Oh là là. Quand j'ai juste vu une brève description d'elle, les premières lignes que j'ai vues, Energy Music Awards, WIA, j'étais juste, non, c'est pas possible, il faut absolument qu'on l'ait. Et donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez déjà fait aujourd'hui, Edwige Laure Montbouly. En plus, elle est congolaise, donc oui, on représente. Mais quel chauvinisme! Congolaise, non mais c'était moi, ça fait du bien les Congolaises parce qu'en général, c'est autre chose. Donc, moi, je suis très contente de le dire. C'est la deuxième, si je ne dis pas de bêtises, la deuxième Congolaise la troisième, pardon, qu'on a à l'émission, donc je suis super contente et super fière de ça aussi. Mais c'est avant tout une femme qui en inspire plus d'une, en tout cas moi elle m'inspire. Elle a été justement pendant une dizaine d'années à la tête, si je ne me trompe pas, du département communication du groupe Énergie. Elle a été celle qui a lancé justement l'Energy Music Award avec son équipe. Elle est partie au Congo, ça c'est pour les petites discussions privées, mais je ne rentre pas dans le détail, mais elle est partie au Congo pour voir son expérience terrain en 2013 je crois. Pendant quelques années, elle a travaillé au Congo et aujourd'hui, elle est en France aussi elle est revenue en France depuis 2018, 5 ans au Congo, ça, 2018, et elle continue d'œuvrer avec les femmes, pour les femmes, et vous comprenez donc pourquoi elle est The Focus, parce que c'est quand même la radio web dédiée à l'univers de la femme, de la mère et de la femme. Mais je vais arrêter là, je vais la laisser. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je suis très touchée. Merci beaucoup, Linda. Merci beaucoup, Joël, de m'accueillir aujourd'hui. C'est vrai que quand j'ai eu ton appel en fin d'été, donc bon, c'est vrai que j'étais surprise, mais puis j'avais été impatiente de faire cette émission parce que je trouve le format un peu original. On est un peu en discussion et le terme qu'utilisent un peu les gens en Afrique, c'est comme une causerie. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on va dire, des choses vraies, de façon un peu plus décontractée et bien entendu, comme on dit, dans l'authenticité. Donc, si je me présente donc mon parcours vite, parce que bon, on en a parlé. Donc, effectivement, j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience dans la communication. J'ai travaillé, j'ai créé le département des relations publiques de la radio Énergie en France. Donc, ce groupe Énergie, Chérie FM, nos stagiaires et chansons, dans un magnifique groupe. Et j'ai eu donc la chance de faire partie de l'équipe qui a créé les Energy Music Awards. Et j'ai bossé presque 12 ans pour les Energy Music Awards. Et ensuite, donc, l'appel de l'Afrique m'a attiré sur le continent africain en allant au Congo et en travaillant donc sur le terrain. Mais en fait, j'étais sur le terrain, mais ça ne m'empêchait pas de faire des allers-retours. C'est important que je vous le dise parce que ce dont je me suis rendu compte en allant sur le terrain et en étant ambassadrice de Women in Africa, c'est que la plupart des femmes d'origine africaine ou africaine sont maintenant connectées mondialement. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un seul territoire.
C'est-à-dire que moi, je me retrouve, et même moi, donc je suis entre donc l'Afrique, l'Europe, les États-Unis et même l'Asie. Et donc, la plupart de mes amis ou de mes collègues, c'est la même chose. Elles sont toujours sur trois territoires, trois continents. Donc, c'est ce qui est intéressant. Donc, et de vivre le Congo, quand je suis allée donc, justement au Congo pour à peu près 5-6 ans, le vivre de cette façon, c'était aussi encore différent. Parce que j'ai découvert, en fait, l'international, je l'ai vécu vraiment en étant au Congo-Brazzaville. Parce que de là-bas, donc du coup, je revenais de temps en temps. D'ailleurs, Énergie m'a rappelé pour les 20 ans d'Énergie Music Award, donc je suis remontée, mais je bossais, j'allais garder des clients, notamment sur le prix de Monaco, je travaillais sur le Grand Prix de Monaco, donc je remontais en mai pour le Monaco, mais de là-bas, j'ai bossé avec des Turcs, des Chinois, je suis allée en Asie par rapport au Congo. Donc, en étant au Congo-Brazzaville, j'ai vraiment bossé à l'international, donc je ne m'attendais pas à ça. Ça, c'était assez incroyable, quoi. Ouais. Donc, ça montrait un peu une ouverture sur le monde. J'insiste, parce que on ne se rend pas compte quand on est en dehors du continent africain. Et quand on est sur place, bien sûr, tout n'est pas parfait, mais qu'on voit que les choses bougent. Quand vous voyez que votre téléphone portable, vous pouvez avoir un téléphone avec 2 puces, ça n'existe pas ici. Quand vous voyez que maintenant, les gens, ils sont plus... leurs vacances, c'est Dubaï, c'est plus Paris. Donc, vous dites, tiens, il se passe un truc. Quand vous voyez des vieilles mamans, hop, en pagne, elles prennent l'avion, vont en Chine acheter du tissu, et on dit, ah bon? Donc, enfin, en étant là-bas, on se rend compte que le monde bouge et que les gens sont agiles, sont doués d'une espèce de comment dire, créativité qui font que bon, ça pallie un peu les difficultés quelquefois qu'on peut rencontrer là-bas. Bon, enfin bon, je vous en dirai un peu plus selon les questions. Non, mais je trouve justement cet aspect des choses très très intéressant parce que très souvent quand on veut une ouverture sur l'international, on pense Paris, on pense Londres, on pense New York. Et on se dit, ah ben voilà, là quand je suis là-bas, j'ai une ouverture sur l'international, etc. Et le fait que vous évoquiez justement le Congo comme ayant été une passerelle vers l'Asie, l'Europe, les États-Unis, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce point de vue-là, parce que quand même, malgré le fait qu'effectivement il y a une certaine agilité et tout, on pense toujours à des places bien précises pour ouverture à l'international et sûrement pas au Congo ou à l'Afrique en général. Je vais vous expliquer, en tout cas pour ce qui me concerne. Donc j'étais à Brazzaville, donc au Brazzaville. Donc le fait d'être au Congo, je dis même les relations avec les institutionnels internationaux sont plus simplifiées. Ah, parce qu'il y a moins il y a du protocole, mais c'est pas comme ici. C'est-à-dire que là-bas, moi, j'avais accès. J'ai travaillé avec l'UNESCO, j'ai participé à la création d'une radio jeune avec l'UNESCO. J'étais en direct avec la responsable de l'UNESCO là-bas. J'ai bossé avec la Banque mondiale. Donc, en fait, les rapports sont tout de suite, je veux dire, un peu plus simplifiés quand même par rapport à quand on est en Europe. Okay? Parce que de toutes les façons, la demande d'initiative est telle que quand vous venez avec certains projets, donc c'est bien vu. Après, ce dont je me suis rendu compte, en étant là-bas sur place, c'est que déjà, à partir de 2011, je me rendais compte tous les forums qu'il y avait Afrique, tel pays, sommet, Afrique, tel truc. Mais en étant sur place, on voit que le monde entier a les yeux dessus. C'est-à-dire que ce soit des infrastructures, que ce soit la finance, que ce soit l'agriculture, il y a des gens qui viennent en prospective et qui tournent. Donc, il se passe des choses, ça bouge. Donc, c'est pas tout le temps parfait. Donc, ça n'empêche pas qu'on subisse aussi les aléas dus aux différentes crises, notamment là, le Covid. Mais on sent un mouvement. Les gens, on ne peut pas dire que, vu d'ici, en tout cas, quand on est ici, si on ne va pas là-bas, pour moi, on n'a pas la bonne représentation de ce qui se passe là-bas. Il faut aller sur place pour se rendre compte. Est-ce que c'est là-bas, justement, j'ai une question, est-ce que c'est là-bas ou ça va être commencé en France, parce que c'est pas d'appel du cœur pour repartir au Congo, mais le côté promouvoir, mettre en avant le leadership féminin, et en plus, dans le thème, si je reprends le sujet, effectivement, donc mettre en avant le leadership féminin et comment, en fait, justement, s'accomplir à travers cette action-là de promotion de leadership féminin. Est-ce que c'est quelque chose qui a débuté une fois sur place au Congo ou il y avait déjà une petite partie? Non, c'est depuis le début. En fait, moi, j'ai été élevée comme ça. Alors, pour le dire, moi, quand je parle de mon éducation, donc je suis venue en France, j'avais 3-4 ans. On était censé rester 2 ans, finalement, nous on est restés. Mon père est rentré, comme dans beaucoup de familles congolaises, et nous on est restés avec ma mère. Et de toutes les façons, j'ai été élevée, comme je dis, un peu à la congolaise aussi. Parce que j'avais un père, c'était l'école. À notre époque, on a vraiment été élevés dans le devoir. Donc, nous séparons ta famille, tu dois bien travailler à l'école, tu te tais quand on te parle, etc. Donc, j'ai eu un père qui était féministe avant l'heure parce qu'il nous a poussé, ma soeur et moi, c'est les études, il faut viser loin, il faut parler, il faut aller vraiment ça. Donc,
ce côté-là. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que c'est un peu quelque chose que j'ai en moi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on m'a inculqué, le côté de leadership. Quand je regarde mes carnets du CM2 ici en France, le maître du CM1 me mettait bonne élève mais un peu meneuse. C'était toujours à chaque fois. Non mais après, mais quand je repense, je me dis de la classe. Mais après j'en ai eu honte un moment. Mais j'avais toujours un côté où je voulais que je dirige, que je répartisse les équipes, ceci, cela. J'ai toujours eu ça. Ça c'est quelque chose que j'ai en moi aussi. Et il faut que je vous dise aussi quelque chose. Mon prénom c'est Hedwige. Il est d'origine germanique. Et c'est Hedwige en allemand, et ça veut dire guerrière, richesse et combat. Alors je ne sais pas si c'est ce que je porte en moi, mais ce côté-là, je suis la deuxième d'une famille de 5 enfants, donc en plus je suis la première fille, donc bon, le côté peut-être entreprendre, de gérer, d'aider les parents, etc. Donc, je pense que j'ai ça en moi, quoi. Donc ce côté leadership, puis j'ai toujours rencontré des gens qui m'ont poussé, et curieusement des hommes, tout le temps. Mon père... mes boss, chez Énergie, quand je suis arrivée, je voulais rester 2 semaines et partir. C'est le propriétaire d'Énergie qui m'a dit non, vous restez, on va vous créer un département des relations publiques. Il a cru en moi, il m'a poussé. Ensuite, c'est Henri Lopez pour l'Afrique. C'est grâce à l'ancien ambassadeur Henri Lopez, qui a été doyen des ambassadeurs africains pendant longtemps ici, qui m'a dit venez voir ce qui se passe du côté du Congo, sinon jamais j'y serais allée. Donc ça, il faut que je le dise aussi. Dans le leadership, pour moi, le leadership féminin, c'est important, mais c'est pas sans les hommes. Vous voyez, c'est que je ne pose pas ça. Parce que c'est très important. Allez-y. Et ça me fait penser à quelque chose. Bon, j'ai toujours un peu des questions qui grattent. Allez-y. Attends, on y avait combien de temps là? 12 minutes. C'est vrai que ça donne plus tard. Mais là, du coup, non, j'ai une question qui me vient en tête sur justement le fait que c'est aussi grâce aux hommes, avec des hommes qui vous ont poussé, etc. Ouais. Et est-ce qu'on peut être, est-ce que notre leadership féminin est dépendant, entre guillemets, hein, du bon vouloir des hommes? Non. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, comment on m'a poussé, comment on m'a aidé, c'est parce qu'on a vu en moi ce que j'étais et qu'on m'a dit, il faut y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est parce que j'étais ce que je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est pas qu'on a essayé à me pousser, à me machin. C'est en fait, vous savez, j'ai fait du handball quand j'étais ado. Oui. Donc, j'étais pivot. Et en fait, je me suis rendu compte que je manage comme je jouais sur le terrain. C'est le pivot, c'est celui qui, en équipe, donc, distribue la balle à l'équipe et emmène tout le monde vers le but. Et en fait, je suis quelqu'un comme ça. Donc, je pense que les gens se sont rendus compte de mon comportement, de ma façon d'être, et on pensait, je suis arrivée au bon moment, au bon endroit. Par exemple, chez Énergie, quand je suis arrivée, c'est au moment où la radio se développait et rachetait des radios. Donc, il y avait vraiment besoin de gens dynamiques. Et le patron s'en est rendu compte, plus que moi-même, et il m'a dit, allez là. Vous voyez, donc j'ai eu la chance d'être au bon moment, au bon endroit, je pense. Ça. Et mon père, bon, on m'a toujours poussé comme ça aussi. Ouais. Pardon. Vous avez dit un mot hyper important, enfin en tout cas, comme si je reprends la phrase, un peu le sens, si vous êtes passé de manager à leader, parce que vous pouvez, enfin moi j'aime pas la différence, il y a des bons managers, mais qui sont pas forcément des bons leaders, selon moi. Parce que le manager en général, c'est la personne, c'est l'unique, c'est elle qu'on met à part, elle est bonne manager, voilà. Elle arrive à chapeauter un peu l'équipe. Mais pour moi, le leader, c'est celui qui arrive, en plus d'être bon manager, à faire que les autres aussi deviennent managers et puis du coup grandissent ensemble. Et c'est vraiment, je suis d'accord. Dans le vif du sujet, et d'où la pertinence aussi, encore une fois, de votre invitation et d'avoir accepté d'être avec nous parmi nous aujourd'hui. C'est qu'on a cette logique là dans mon focus, c'est parfois il y a des femmes qui ont ça en elles et qui attendent juste la petite étincelle, vous savez, le petit truc, le petit bond en avant pour dire allez-y, déployez vos ailes et foncez. Voilà. Et c'est justement à travers ce type d'émission et avec vous aujourd'hui qu'on essaie de faire prendre conscience à des femmes qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas conscience qu'elles sont exceptionnelles, qu'elles sont leaders, qu'elles ont cette capacité en elles, d'oser faire les choses. Et je crois que dans un des articles que vous avez, enfin en tout cas une des interviews que vous avez données, j'ai une phrase que vous avez dit qui me revient, c'est aux femmes, ça veut tout dire pour moi, aux femmes d'oser. À défaut de ne pas avoir justement la personne qui nous booste, osant. Et c'est alors, ça aussi, quoi. C'est ça. Donc en fait, pourquoi j'ai dit cette phrase? C'était, je crois, dans une interview dans le cadre de l'ambassade de France au Congo. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, la question, justement, me demandait, est-ce que vous pensez qu'il y a le plafond de verre? On parlait par rapport au Congo surtout, et en Afrique. Est-ce que vous pensez qu'il y a un plafond de verre? On trouve qu'il y a beaucoup de postes où c'est souvent les hommes qui sont là, il n'y a pas assez de femmes, etc. Et moi, du point de vue que j'avais au Congo, en tout cas à ce moment-là, je sentais que les femmes, c'est elles qui étaient trop en retrait par rapport aux hommes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté
peut-être culturelles, mais elles étaient beaucoup trop en retrait, à tel point qu'il y a beaucoup d'annonces d'offres d'emploi où on insistait en disant la gente féminine sera favorisée. Ils en demandent. Donc il y a un juste milieu. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que l'empowerment, en tout cas des femmes, était nécessaire là-bas. Parce qu'il y avait un comportement où elles étaient trop en retrait. C'était très bizarre. Par rapport, quand je vois la période de ma mère ou de mes tantes, où on les a poussées, il fallait aller à l'école, il fallait ceci, cela, je les trouvais très en retrait, même si elles faisaient des études, mais bon, c'était pas d'ambition. Il y avait l'ambition de l'homme, l'ambition de la femme. Et donc, ce que j'expliquais, mais ok, l'homme, il peut te pousser, mais c'est à la femme d'oser. C'est à la femme d'y aller, de le faire et de demander. Si tu ne le dis pas, si tu ne montres pas que tu veux évoluer. Moi, en l'occurrence, si je reprends l'histoire d'énergie, c'est parce que je voulais partir et j'avais dit au patron, écoutez, moi, finalement, ça me plaît pas trop, j'ai envie de partir. Et il m'a dit, bah, attendez, je vais réfléchir à quelque chose. Et il m'a convoqué un mois plus tard en disant, on va faire ça, vous allez être là. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils m'ont poussé, mais en fait, moi, j'ai montré aussi un truc où je voulais évoluer, où je savais faire plus de choses. Et donc, voilà. Donc, je pense, c'est vrai qu'il faut oser. On ne peut pas tout... beaucoup, quand on dit, je ne sais plus à qui appartient cette devise, mais plus c'est en nous. Plus c'est en nous. C'est-à-dire que c'est à nous d'abord de faire les choses, pas toujours attendre que ce soit l'autre qui la fasse pour vous. Montrons qui on est, avancez, puis le reste sera fait peut-être par les autres, mais tout vient de nous d'abord. Et comment on se représente, comment on se respecte, comment ci, comment ça, quoi. Voilà. Exactement. Et en parlant des Energy Music Awards, justement, en préparant l'émission, en lisant votre portrait, votre parcours, etc., j'ai ressenti une sorte de frustration en tant que femme noire en plus, de me dire mais pourquoi je la connaissais pas. Je me suis dit mais quand Linda m'a présenté, elle me dit oh je pense à une femme et tout, elle m'a dit tiens je t'envoie. J'ai lu, je me suis dit mais pourquoi je la connaissais pas. Et c'est une vraie frustration parce que c'est vrai que en tant que femme on a besoin de représentation puisqu'on doit se projeter sur une image. Là vraiment c'est de ma faute. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait quand j'ai commencé chez Energy, bon, déjà, moi, j'ai une éducation assez, comment dire, traditionnelle, classique. C'est-à-dire qu'on ne se met pas trop en avant. On bosse, mais bon, la discrétion, etc. Quand j'ai commencé chez Energy, bon, au début, mes parents ont flippé en disant, oulala, elle va dans les médias, la radio, c'est quoi ça, le showbiz bizarre. Comme j'ai commencé à la direction financière, donc ça a rassuré les gens. Je faisais des roadshows, j'accompagnais le DG devant les investisseurs, donc ça faisait sérieux. Et ensuite, donc, j'ai eu les relations publiques. Mais mon éducation, c'est en fait, surtout quand on a créé le département de relations publiques, pour moi, ça me convenait parce que c'est valoriser les gens. C'est pas vous qui mettez en avant. Je valorise les artistes, je valorise le média, je valorise la régie publicitaire, mais c'est pas moi. Donc, ça me convenait. Et en plus, j'avais une histoire aussi un peu spéciale. C'est que je voulais pas qu'on se dise à l'époque, mais j'ai changé depuis, oui, on l'a mise là parce que c'est une fille, parce que bon, elle a telle physique et tout, voilà. Donc ça, c'était la poupée exotique, c'était pas mon truc. Donc, il ne fallait pas jouer avec moi avec ça. Donc, je voulais qu'on me prenne au sérieux par rapport à mon travail. Donc, les pauses par-ci, les pauses avec les artistes. Et donc, j'ai toujours mis un point d'honneur. Vous verrez, il y a quelques rares photos où je ne suis pas la personne qui va mettre avec un artiste pour qu'on me voit en photo avec. Donc, je n'avais pas besoin de ça. J'ai toujours pas besoin. Mais après, ce dont je me suis rendu compte, c'est en 2005, quand j'ai rencontré Claude Bébéard, justement, celui qui a créé le fondateur de AXA et qui est aussi un de mes parrains, donc, et qui a créé la charte de la diversité en France. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte, mais au fait, moi, je suis dans ma bulle, là, chez Energy. Mais d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de noirs chez Energy à l'époque, mais au fait, à l'extérieur, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, ma parole, elle est importante. Donc, du coup, je m'en suis improvisée, je me suis dit, mince. Donc, tout ce temps où j'ai pensé à me planquer, à éviter les caméras, à être là ici, en disant, je veux pas de l'eau, la ramener chez mon boulot et c'est tout, c'est dommage. Donc, et c'est après que je me suis rattrapée, parce qu'après, j'ai beaucoup parlé, j'ai eu pas mal de médias, et c'était surtout par rapport à l'Afrique. Mais c'est vrai que tout le temps que j'ai fait avec les artistes, j'ai m'occupé de concerts privés de Madonna, des choses comme ça, j'étais toujours... Mais c'est peut-être pour ça que j'ai duré aussi. Parce que c'est un métier où il faut vraiment avoir la tête sur les épaules. Et puis moi, c'était pas mon univers de base. Moi, mes héros, c'est mes instituteurs, ma maîtresse du CP que je vois encore. C'est ça mes héros. Donc les artistes, au début, élevés à la congolaise, c'était bon, c'est des artistes, on verra. Mais depuis, j'ai appris qu'heureusement qu'on les a parce qu'ils nous nourrissent et grâce à eux, on peut rêver. Voilà, donc c'est important. Donc du coup, je voyais ça vraiment, c'était un métier, mais c'est pour ça que j'ai duré. Parce que j'étais sérieuse, je suis quelqu'un, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, mais par éducation, c'est tout. Et donc du coup, je me retrouvais dans des milieux show business, etc. Mais bon, j'étais toujours... j'avais une colonne vertébrale, quoi. Je n'étais pas la personne qui allait
péter les plombs parce qu'elle a vu Beyoncé et tout ça. Non, j'ai mon travail, c'est tout. Et puis derrière, j'ai la vie de famille, j'ai l'éducation qu'on m'a donnée, voilà. Mais c'est vrai que je me dis avec le temps, peut-être que j'aurais dû un peu plus me montrer. C'est quand les gens se disent « Ah, c'est une noire, c'est énergie ». Mais d'ailleurs, c'est comme ça que l'ambassadeur Rui Lopez a demandé à me voir. Parce qu'ils ont commencé à savoir « Ah bon, mais pareil qu'il y a une noire, c'est énergie ». Une Congolaise, une Africaine, mais il faut qu'on essaie de la voir. Mais c'est vrai que j'étais plutôt low profile, quoi. Donc voilà. Donc, et je comprends votre frustration, parce que je me dis « Bah oui, c'est vrai que bon… » Non, mais du coup, je me disais, vous qui avez justement mis en place une cérémonie publique, etc. Oui, bien sûr, vous avez participé à tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on devrait, justement pour le leadership, pour que des jeunes filles et des femmes aussi qui sont méconnues comme vous, avec un parcours solide, un sérieux, un discours construit, etc., qu'on puisse les récompenser? Est-ce que vous pensez qu'une cérémonie féminine, mais publique vraiment ou médiatisée, serait la bienvenue ou non? C'est une super idée. Alors, c'est une super idée. C'est une super idée. Maintenant, il faut bien cadrer. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on remet comme prix? Il ne faut pas que ça fasse genre un prix, quoi. Pour des choses sérieuses. Oui. Quel est l'objectif? Bon, sachant que, je suis pas au courant, mais par exemple, les Nations Unies, donc les ODD, l'objectif développement durable, donc, il y a 17 objectifs. Celui de l'empowerment, de l'autonomisation des femmes est le numéro 5, pour vous dire à quel point c'est important. Donc c'est vraiment un sujet qui doit se traiter, c'est pas genre les femmes, les filles, etc. Mais c'est vraiment un sujet de société, même mondial, parce qu'on se rend compte que de toutes les façons, comme dit, je sais plus si c'est un proverbe africain, mais quand on éduque une femme, on éduque une ville ou un village, quoi. Donc c'est important, même dans le cadre du développement durable, le leadership des femmes et l'implication des femmes dans le développement mondial est important. Est important. C'est même pas que pour le sens moral, c'est que vraiment économiquement, socialement, c'est important pour le développement de la planète. Vous voyez, donc c'est pas mal, hein, Joël. Il faut creuser cette idée. Ah ben, d'accord, très bien. Je postule, moi, je candidate. C'est pas mal, hein. Je candidate à toutes les élections. C'est pas mal, cette idée. Mais du coup, est-ce que, alors, on parle de leadership féminin de manière globale, c'est un terme qui englobe tellement de notions. Est-ce qu'il y en a un en particulier, pas qui prévaut sur l'autre, mais où il y a beaucoup plus d'urgence? Je réfléchis à haute voix. Il y a le leadership culturel, par exemple, où on peut peut-être plus pousser, ou est-ce que c'est le leadership au niveau économique? Est-ce que c'est au niveau social? À mon sens, moi je dirais le leadership féminin, pour moi, hein, l'urgence, ce serait dans l'éducation et l'entrepreneuriat. Surtout l'entrepreneuriat. Alors, une chose, pourquoi l'entrepreneuriat? Alors, une chose qui est très drôle, je me suis rendu compte, par exemple, en étant sur le continent africain, les femmes entrepreneurs, il y en a plein, mais elles sont dans l'informel. Et qu'on vous dit, je ne sais plus d'où viennent les chiffres, je pense que en termes d'entrepreneurs, mais souvent c'est les femmes, le plus gros nombre d'entrepreneurs est féminin sur le continent africain. Oui. Seulement, comme elles sont dans l'informel, elles ne sont pas comptabilisées. Elles sont invisibles. Donc, il faut donc accompagner et aider justement à l'éveil et l'essor de ce leadership-là, parce qu'il y est. Quand on voit les mamans qui vont dans les champs, enfin, une femme qui a des enfants en Afrique, même s'il n'y a pas de mari ni rien, elle prend, elle va aller au champ, elle va faire ceci. Donc, il vient de là déjà, même de nos grands-mères dans les villages. Donc, normalement, le leadership, il est là. Donc, il commence là. Et en fait, pourquoi l'entrepreneuriat? Parce qu'on a besoin de créer des emplois. On a besoin de créer des emplois. Donc là, on voit avec le Covid ce qui se passe. Là, il va falloir se réinventer mondialement. Donc chacun va peut-être créer son emploi, ou au moins, du coup, des emplois durables. Donc, je pense que l'entrepreneuriat, c'est la voie du futur, c'est la voie actuelle, quoi. Et donc, pour moi, le leadership, ce serait plutôt dans l'entrepreneuriat. Mais, quand je dis entrepreneuriat, attention. Je me suis rendu compte d'une chose aussi. Donc, souvent, quand on parle alors, comment dire, les programmes qui sont mis en place pour aider à l'empowerment des femmes à travers l'entrepreneuriat, pour leur octroyer des prêts ou ceci, cela, c'est toujours des microcrédits. Et donc là, il faut qu'on change de level un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour les femmes, c'est toujours microcrédit, micro-ci pour qu'elles fassent son petit salon de coiffure et tout. Il faut vraiment, quand on parle d'entrepreneuriat, certes, il y a celui, entre guillemets, de personnes plutôt de conditions très modestes et qui donc doivent faire face d'abord aux besoins de première nécessité, mais il y a aussi les entrepreneuses qui rêvent grand, qui veulent aller loin. Et donc là, il faut donc, et là où il faut que les femmes osent aussi. Parce que des études montrent qu'on n'ose pas justement aller voir les investisseurs, on ne sait pas trop parler investissement. Donc, l'empowerment de l'entrepreneuriat, ça comprend tout ça. C'est-à-dire
éduquer l'éducation financière. C'est très important. Il faut que les femmes soient éduquées dans le financier pour pouvoir aller toquer aux portes. Parce que il y a une dichotomie. Parce que d'un côté, on vous montre que les voies dirigées par les femmes, surtout en temps de crise ou managées par des femmes, tiennent bien. On fait confiance justement à la gestion féminine. Et de l'autre côté, on a le moindre prêt. Donc, il faut que ces deux se rencontrent. Et il y a une éducation financière, je pense, qu'il faut renforcer auprès de la gente féminine. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Et puis, on a le côté aussi de l'imposture, là. Enlever le côté, le syndrome de l'imposture. Donc, tout ça se rentre dans le leadership, dans l'empowerment de la femme et l'empowerment de l'entrepreneuriat. En fait, quand vous parlez de l'empowerment de l'entrepreneuriat, vous prenez en compte tous ces critères-là. L'éducation, la formation, vous voyez, donc, la confiance en soi. Donc, pourquoi je dis l'entrepreneuriat? Parce que ça couvre tout ça. C'est vrai. Il faut vraiment oser, parce qu'effectivement, l'entrepreneuriat, ça fait peur, et pour cause, hein, il y a 5-6 ans, quand je me suis lancée dans ça, j'avais peur. Mais c'était la peur qui me tétanisait, c'était la peur qui me disait « Ah ouais, il faut que je fasse ce que ça va faire, il faut que j'y aille. » Et donc, c'était la bonne peur, je pense, mais parce qu'après, derrière, on n'est pas seul. Après, derrière, on sait après, moi, c'est aussi un tempérament, c'est une personnalité. Hein. Je pars du principe, à ce moment où on est toujours en vie, qu'on a nos deux bras, nos deux jambes qui fonctionnent bien, peu importe ce qui va. Je vais toujours me relever. Ça, c'est un tempérament aussi. Et d'où aussi l'idée de se dire, les femmes travaillent ensemble, quoi. Moi, j'en ai marre de dire d'entendre parler et de le voir. C'est factuel, c'est prouvé par les chiffres, qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les entreprises tenues par les femmes, en général, sont bien importantes, on a un chiffre d'affaires bien machin. Mais même quand on commence au plus bas de l'échelle, en guillemets, on a tendance à vouloir commencer seul. Lorsqu'on peut le faire à trois et à deux. C'est pour ça les réseaux. Ah, mais le réseautage, c'est important. Hein. Et je trouve qu'il y a une émulation là depuis quelques années, des réseaux féminins. Donc, alors, faut après voir les objectifs. C'est-à-dire, c'est pas pour être féminin, féministe, sans former qu'entre soi. C'est des réseaux qui doivent être ouverts sur le monde. Donc, on se regroupe parce que les dénominateurs communs fait qu'on est femmes. Et donc, on a, entre guillemets, a priori, les mêmes difficultés. Bon, avec différentes échelles, pour certaines. Donc, il faut que ce soit des choses de renforcement, plutôt des réseaux, pas de repli sur soi, mais d'ouverture sur le monde. Mais comme ça, on peut échanger les bonnes pratiques, accélérer un petit peu avec l'expérience des unes et des autres. Et surtout, le réseau, c'est la force. On ne réussit pas seul, hein, franchement. On ne réussit pas seul. Donc, moi, je crois à ça. Mais, une autre chose, la sororité. Parce qu'on parle de la fraternité, puis la sororité. La sororité, donc, c'est l'entraide entre les femmes, etc. Mais une chose, moi, ce dont je me suis rendu compte, et donc ça va peut-être porter polémique, ce que je vais dire, mais moi, je crois, je suis désolée, qu'il y a une façon de manager ou de diriger féminine et une façon de diriger masculine. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui disent que non, il n'y a pas de genre là-dessus. Moi, je suis fière de le dire et je pense que moi, j'ai géré comme une femme et en gardant ma féminité. C'est-à-dire qu'en faisant preuve d'empathie, en faisant preuve de ci et ça. Donc, et que les femmes, par exemple, dans plusieurs pays industriels, je ne parle pas des pays en voie de développement, mais surtout industriels. Donc, c'est la lutte en ce moment pour qu'il y ait plus de femmes dans le conseil d'administration. Donc, moi, le truc, je dis à ces femmes-là, une fois qu'on est au conseil d'administration, gardez cette féminité. Parce qu'en général, le problème, c'est qu'on trouve des femmes qui pensent qu'il faut qu'elles soient pires que les hommes par rapport à la autre genre féminine pour réussir. Et donc, on a des espèces d'hystériques ou des furies en haut, mais qui sont complètement mauvaises avec les autres femmes. Donc moi, j'étais confrontée à ça, hein, je l'ai vu. Donc, je ne suis pas en train de parler de ci et ça, je l'ai vu ça. Et ça, il faut, dans l'éducation à l'entrepreneuriat, il faut qu'on apprenne cette espèce de solidarité et ce côté que c'est pas la peine de se transformer en homme pour arriver au pouvoir. On peut y arriver en étant femme et qu'on est complémentaires. Il y a une façon masculine de voir le pouvoir, une façon féminine de la voir et les deux sont complémentaires. Eh ben là, vous m'avez enlevé la question de la bouche. Parce que justement, comme on parlait de leadership au féminin, moi j'allais justement vous dire que j'avais quand même rencontré plutôt des leaderships femmes, mais au masculin. Et, voilà. que ça posait justement problème. Et si j'ai une autre question là, si vraiment une femme, ce que vous avez parlé aussi de vos qualités naturelles, ce que vous étiez déjà même à l'école, etc. Donc vous portez déjà en vous. Mais est-ce qu'on peut devenir leader? Est-ce qu'on peut apprendre, voilà, à être leader réellement, comme quand on va en cours et qu'on apprend les maths, le français, etc. Alors, il y a tout un tas de formations maintenant, de coaching, de ci et ça. Genre, franchement, je ne sais pas. Moi, c'est la nature intrinsèque. Je suis la cadette d'une famille de 5 enfants, je suis la deuxième et j'ai toujours pris le lead. Donc, c'est ma nature. Et quand je vois après mon prénom, qui est combat, richesse et combat,
Donc c'est un peu ce que je suis. Donc je sais pas si on peut apprendre à ça. Au moins, en tout cas, on peut apprendre à avoir confiance en soi en éliminant, par exemple, là je viens d'organiser une super formation d'une semaine sur les soft skills, mais liées au milieu de la finance justement, pour des jeunes issus de la diversité qui doivent être recrutés en stage dans un grand fonds d'investissement. Donc c'est des jeunes, certains qui sont en Sciences Po, qui sont en fac, mais là je parle en France, hein, en fac, en master et autres, mais qui ont un peu le syndrome de l'imposture. Parce que pour schématiser, quand ils rentrent dans leur cité, dans les quartiers, ils sont les héros parce qu'ils font des longues études. Mais quand ils sont avec les autres en fac, qui sont d'autres milieux sociaux, ben c'est pas les héros. Donc du coup, ils naviguent dans les deux. On leur fait une formation justement pour enlever ce côté d'imposture en disant qu'ils sont là à leur place. Ils ont fait la formation, ils ont le diplôme qui valide, ils sont là. Maintenant, il y a peut-être des différences sociales. Donc ça, il suffit de connaître les codes des uns des autres pour harmoniser et que la communication soit fluide. Vous voyez? Donc, maintenant, est-ce qu'on apprend le leadership? Je pense qu'on renforce le leadership peut-être, on le fait naître en balayant toutes ces craintes et tout ce manque de confiance en soi par tous ces problèmes comme justement le syndrome d'imposture ou par l'intelligence émotionnelle. On peut renforcer et de là, effectivement, ça peut être dégager quelque chose, je pense. Oui, possible. Ouais, moi, je juste rebondir sur ce que vous dites, effectivement. Moi, je nuancerais juste en disant peut-être que on l'enseigne. Moi, j'ai du mal avec l'enseignement du leadership. Mais je pense qu'on peut l'apprendre en s'inspirant de personnes, justement, en qui on voit quelque chose de beau, de leader. Vous voyez, donc, ça s'apprend soi-même, mais dans sa chambre, en côtoyant, oui, c'est ça, en côtoyant des personnes qu'on imagine être justement leader et juste en comment elles font, on les fait avec. Et puis l'expérience fait aussi que, parce qu'à un moment il faudra sauter le pas, il faudra se lancer, sortir un peu de nos conforts et se dire ok, je vais faire un truc dont j'ai besoin mais qui me fait peur, mais juste pour voir si j'en suis capable, parce qu'après tout Joël m'inspire, Joël l'a fait, si je peux aussi le faire, je vais essayer. Donc je pense que ça ne s'enseigne pas. Moi personnellement, si je fais un cours enseignement de leadership à 1 000 € la formation, je suis pas sûre que je l'apprendrai. Mais par contre, au quotidien, même si je pense à mon petit niveau, du haut de mes petits 34 ans, avoir un truc de leader, il n'empêche que ça ne finit pas. Il n'y a pas de niveau. Moi, les personnes comme vous, justement, Joël, on est dans l'équipe, donc tous les jours je suis en tête. Maintenant, je vous ai au téléphone aussi, tous les jours, je vais vous embêter toutes les semaines, tous les mois, en tout cas, dont on est parlé de moi. Ça, je vous le dis. Pareil, je l'ai dit aussi à Viviane Chen-Ribeiro. Des personnes comme ça, on a l'opportunité de rencontrer et d'avoir au téléphone, ce serait stupide de ne pas s'inspirer d'elle et de partir, de poser des questions, de s'inspirer de vous et de aussi tracer notre chemin et apprendre à mon niveau le leadership. Sachant que, je suis d'accord avec toi, ça va de l'ordre de la transmission, du partage. Et c'est vrai que ça c'est important aussi. Ben, des rôles modèles. Les rôles modèles, les rôles modèles, c'est très important. Nous, c'est vrai que je fonctionne beaucoup aussi avec ça. Le rôle modèle. Les petites qui crient là. Donc, les rôles modèles, c'est important. Et vous voyez, par exemple, quand je réfléchis, moi je me souviens, donc il y a mon père qui a poussé. Bon, en plus, nous, comme je redis, nous on était élevés, on est venus éduquer, plutôt quand on est venu en France, on était censé rester 2 ans. Du coup, on est resté plus longtemps. Mais à l'époque, en plus, je me souviens, nous, nos parents, quand je dis c'est à l'ancienne, moi je me souviens, mon père, le mercredi, on était petits quand même. Il nous mettait le disque de Patrick Lumumba pour montrer ce qui se passait au Congo, pour apprendre ce qui s'est passé au Congo. Donc on a fait l'histoire aussi de lui, avec lui. Et puis c'était le côté, vous êtes là pour vous former parce que vous êtes l'élite de là-bas. Donc on a vraiment été dans le devoir. Donc le côté leadership, peut-être depuis l'enfance, je l'ai entendu. Parce que nous on a eu des parents qui étaient vraiment dans... Bon, en plus il y avait une espèce d'assertivité. Donc qui faisait que bon, tant que tu as un nom de famille, l'amour propre, tu l'as à la maison. Donc sky's the limit, tu fonces. Donc, ça vient de l'enfance aussi, ça vient de l'éducation. Ce leadership-là, il vient. Donc, c'est très important dans les foyers, comment vous élevez vos enfants. Moi, j'ai été élevée par des parents, surtout mon père, c'était sky's the limit. Donc, tu as des parents et l'amour propre à la maison. Et donc, tu fonces. Donc, ça vient beaucoup dans l'éducation, ça vient beaucoup dans l'enfance. Et puis, si on l'a pas après, effectivement, des rôles modèles. En parlant de rôle modèle, moi, c'est très drôle parce que c'est plus trop ça, mais j'ai adoré la mode. Quand j'étais gamine, j'étais une folle de tout ce qui était mode, mannequinat et tout ça. Et dans ma chambre, donc, j'avais des photos. C'est une jolie histoire, ça. J'avais des photos des mannequins comme Katusha, c'était les top modèles noirs que Yves Saint Laurent faisait défiler. Donc il y avait Katusha, une que je connais, Rebecca, elles étaient toutes au mur.
Et moi, c'était pas forcément le côté mannequinat. C'est parce que je me souviens, c'est une collection tailleur homme qu'elle portait, Yves Saint Laurent gris. J'avais mis là. Et je me disais, moi, plus tard, je vais être une femme d'affaires comme ça. J'avais pensé à femme d'affaires. Mais cette image-là. Et je me souviens, donc, j'ai pas beaucoup de sous, donc j'étais en banlieue, à Petit-sous-Bois. Et j'allais souvent vers l'avenue Marceau. Donc, payer mes tickets, mes machins. Et je guettais pour voir si je voyais les mannequins sortir et tout. Et mon rêve, c'était de rencontrer un jour Saint Laurent. Des années plus tard, effectivement, donc, bon, bah, je suis chez Énergie et tout. Et donc, ces femmes qui m'ont inspiré, donc j'ai rencontré Rebecca, j'ai rencontré Katusha, qui sont devenus des amis. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Saint Laurent avant qu'il meure, parce qu'il voulait aller voir un concert de Robbie Williams. On m'a appelé pour l'inviter, je l'ai emmené là-bas. Ensuite, je suis devenue amie de la fondation Saint Laurent et j'ai pu lui dire merci, en disant que ce qu'il avait projeté, les femmes noires qu'il montrait sur son podium en tailleur, des guerrières et tout, moi, ça m'avait, ma chambre était tapissée de ça. Donc, avec mon père qui derrière me poussait, et ma mère, et ça, donc le côté femme leader, en fait, je peux dire que j'étais bercée par ça. Et puis, donc, j'étais pivot en plus après, comme ça, au hand. Donc, on était adolescente. En classe, j'étais souvent comment on appelle ça, le délégué de classe. Donc, je pense que j'ai baigné dans ça. Il y a un côté aussi où c'est vrai que mon père a participé à me pousser. Et puisque j'étais une époque où, effectivement, inspiré, la mode me plaisait, mais Saint Laurent avec ses mannequins noirs en tailleur, là, ça m'a toujours marqué. Et oui, je pense qu'il faut s'inspirer, vous avez raison Linda, s'inspirer de personnes qui vous poussent et qui vous font vous dépasser et vous dire que c'est possible aussi, quoi. Je suis d'accord, ouais, c'est vrai. Que plutôt que d'aller en cours et apprendre, non. C'est une émotion, je pense. Alors, le leadership, pour moi, c'est presque plus, c'est comme de l'émotion. C'est comme si quelque chose qui se transcende. C'est un state of mind, quoi. C'est un état d'esprit qui peut-être s'ouvre au fur et à mesure parce qu'on est confronté à quelqu'un qui va nous faire émerger, quoi. Ouais, c'est possible. Ouais. Et est-ce que vous pensez que pour aider, par exemple, des femmes qui ne se sentent pas être leader, est-ce qu'on doit un peu désacraliser quand même le leadership et ce qu'être être leader? Est-ce que forcément être leader, c'est diriger, je sais pas, une équipe de 25 hommes et femmes ou être à la tête de je ne sais pas quoi? Est-ce que si on insuffle, je sais pas, dans le cœur des femmes, dans leur oreille, qu'on leur dit vous êtes déjà une leader parce que vous managez votre famille, vos 4 enfants, etc. C'est ça. C'est ça. Donc, pourquoi cette phrase, quand on dit tu éduques une femme, tu élèves, tu fais développer tout un village? Mais parce que la femme, on est 360 degrés. Oui. Donc, c'est les enfants, c'est le mari, c'est la maison, c'est le frère, les sœurs, les parents et tout. Non, mais c'est pour ça. Donc, sans vouloir, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a un management au féminin à cause de ça. Parce que nous, le côté leadership, intrinsèquement, on l'a déjà. Parce qu'on a le côté de s'occuper des autres autour de soi, d'organiser la vie, même domestique. Donc, il est là. Donc, et puis, leadership, il y a différentes façons de l'exprimer aussi. Bon, moi, je suis dynamique, survoltée. Bon, vous êtes toutes les deux aussi dynamiques. Il y en a qui peuvent le faire d'une autre façon, par des résultats. Donc, voilà. Donc, c'est où il y a même des gens, moi, je connais, qui adorent être les numéros 2, mais qui sont très bonnes. Moi, j'étais en tandem avec quelqu'un pendant longtemps. Elle, heureusement, j'ai ce bras droit-là, quoi. Mais c'était une fille carrée, quoi. Hyper carrée et tout. Je m'appuyais sur elle sur beaucoup, mais elle adorait ce rôle-là. On était un vrai tandem. Donc, je pense que, en tout cas, le leadership, je pense aussi, c'est être bien dans sa peau, ça c'est vrai. Et le leadership, c'est être aussi maître de son destin quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est ça surtout. Oui. Oui, là, ça me parle énormément. Là, j'ai envie de m'arrêter 5 minutes pour que ça infuse. Le mot clé, maître de son destin. Moi, je suis, on va dire, des disruptifs, j'assume. Je suis les mots qui disent tu peux pas faire ça avant tel âge. Pour avoir tel résultat, il faut attendre X mois. C'est écrit où? Sur la base de quoi? Qui a dit ça? Vous avez vu ça? Non, moi je suis contre ça. Maître de son destin, on se donne les moyens d'y arriver. Et le leadership, effectivement, c'est pas forcément 25 personnes. Seul, déjà, tu peux être leader. Parce que tu te lèves pour faire quelque chose toi-même. Voilà. Le travail que tu fais va impacter, même à moindre échelle, une personne. Tu vas te rendre compte qu'au final, mais sans jeter des fleurs. Moi, encore une fois, le focus, c'était vraiment, c'est l'expérience. J'en ai encore la chair de poule. Et donc, merci encore aux médias parce qu'on peut vous rencontrer, on peut parler avec des femmes comme vous. Et ça nous conforte dans l'idée qu'on est sur la bonne voie. On peut aujourd'hui faire des choses à plusieurs. Et le petit niveau, le petit travail qu'on fait à notre échelle impacte d'autres.
quand on reçoit des messages après les émissions, par exemple, ça fait du bien. Merci, on les connaît de nulle part, un petit mail ou un petit merci, j'ai aimé l'émission, ça nous rebooste. Bon, après, il y a toujours les haters, mais bon sang, c'est pas grave. Voilà. Non, mais c'est génial. Et une chose, vous voyez dans la signature que j'ai mise, la phrase que j'ai mise, les petites qui crient, la phrase que j'ai mise sous mon profil, ça c'est mon leitmotiv depuis que je suis gamine, de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui. Je déteste qu'on me dise que c'est impossible. Oui. Donc, toutes les personnes de toute façon que j'ai managées, mon équipe ou autre, tu me trouves une solution et tu viens me la présenter, tu me dis voilà, il y a tel problème, voilà la solution, voilà. Mais ne me dis pas que c'est impossible. Donc en fait, j'ai été élevée comme ça. J'ai été aussi éduquée comme ça, de sky's the limit. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a que des solutions. Donc ça, c'est aussi un état d'esprit. Vous voyez? Donc après, selon la vie des unes et des autres, l'expérience des unes et des autres, si on peut s'auto-inspirer, c'est important. Donc si on peut s'auto-inspirer les unes et les autres pour avancer, et puis se dire, bah, tiens, celle-là, elle est arrivée là, ah ben génial, donc moi aussi je peux y aller, donc je vais me battre pour y arriver, et peut-être que je peux même dépasser. Moi, ce que je souhaite, c'est ce que je dis un peu, parce que je fais un peu de mentorat de jeunes filles et autres, c'est que moi, auquel je suis là, j'ai encore plein de choses à faire, mais je vous lance le défi, dépassez-moi. Donc moi, ok, moi j'ai fait une chose, bon ça y est, donc je suis chevalier, j'ai encore des choses incroyables que j'ai envie de faire, mais ce que je veux, c'est pouvoir vous regarder aussi là et dire, waouh. Donc on y va là, on s'auto-challenge et on avance. Est-ce que du coup, j'ai une question, est-ce que dans votre parcours, vous avez peut-être une personne du coup que vous avez aidé à un instant T de sa vie pendant une période et qui est arrivée et qui vous a dit merci, parce qu'il y a aussi ça, cette reconnaissance-là, il y a beaucoup de... C'est dommage parce que j'ai mon WhatsApp là, français vous savez quand vous recevez des messages où on vous dit changez votre version de WhatsApp, sinon... voilà, je l'ai fait et en fait je crois que c'est un virus, ça m'a enlevé tout mon truc WhatsApp, il faut que je le change. Mais j'avais un message d'un de mes... là c'est un jeune Congolais, donc j'ai adoré. Donc j'aime bien le lire. Il m'a envoyé les vœux de bonne année. Et je le garde parce que... Ah mais attends, si je l'ai ça, je crois que je me le suis envoyé. Je vais essayer de voir si je peux le retrouver. D'accord. Ce qu'il dit, c'est important. Moi ça m'a touché, il me dit... Attendez... en gros, madame, que vous souhaitez? En faisant une rétrospective de ces 4 dernières années, je me rends compte que mon chemin a changé depuis que je vous connais. Donc, ma vie a progressé. Non, mais ma vie a progressé. J'ai changé de niveau de vie et je vous le dois, en gros. Et que tout ce que je peux demander au ciel cette année, pour l'année 2020, c'est que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Et voilà. Mais c'est un truc, quand j'ai lu ça, je crois que je me suis gardé. Et c'est un WhatsApp qui m'a... Et ça, je dis, mais ça, c'est... attendez, est-ce que si je tape là, fiston. Donc ça, je sais, oui, je sais que je suis passé. Ben, d'ailleurs, mon équipe, par exemple, toutes les personnes qui sont avec moi en général, quand elles sont plus, c'est où je les place, où il y a un réseau, où j'ai tellement formé, j'ai donné tellement de moi, qu'en général, il n'y a pas de problème après. Attendez, je cherche, j'espère que je vais pouvoir le voir là. Alors, mais oui, je sais que... et quand on vous le rend, c'est tellement... Ça n'a pas de valeur. Alors, facture, non, ça c'est les factures qu'il envoyait, non, j'ai pas là, ça n'a pas de valeur. Lui, il y a lui. Donc lui, maintenant, c'est un contrôleur de gestion, donc il a travaillé avec moi pendant tout le temps que j'étais au Congo. C'est un petit jeune à qui j'ai fait confiance, quoi, et que j'ai formé aussi, et on a avancé. Et donc là, maintenant, quand je suis remontée, donc je l'ai mis ailleurs. Mais donc il y a ça, et ce qui me plaisait aussi, c'était, quand je travaille là-bas, c'est de détecter les pépites locales et les faire monter. À partir du moment où elles ont les mêmes valeurs, parce qu'il ne faut pas qu'on soit dupe non plus. Quand on débarque là-bas, on nous prend quelquefois pour le Père Noël et on se fait avoir. Donc moi, j'ai eu ce bizutage-là aussi, mais ça m'a vite passé. Donc maintenant, j'ai compris. Donc, mais il y a des pépites, si elles rentrent dans le cadre, il y a des gens qui sont très talentueux. Et puis même mon équipe, quoi. L'équipe, celles qui ont travaillé avec moi pendant presque 16 ans chez Énergie, je suis encore en contact avec elles. Il y en a une qui m'a suivi au Congo. Et les mots qu'elles me mettent, genre, tu es une femme formidable, on n'aura jamais une bosse comme toi. Oui, je pense que j'ai impacté, comme elles m'ont impacté aussi. C'est-à-dire que pour moi, le management, le leadership, le management, je ne le vois pas comme... c'est-à-dire que on passe 3/4 du temps au travail. Donc du coup, en général, quand je suis une bosse, je me vois, c'est comme une seconde famille. Et en fait, je gère ça. Moi, j'ai une équipe d'avions de chasse. Donc chacun sa partition et on se défend les uns les autres, mais j'appuie sur un bouton, tout le monde fonce. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et en général, ça marche. Mais par contre,
je valorise mon équipe, je valorise les gens et les gens avancent en même temps. L'idée, comme je dis, c'est que derrière, moi j'en ai une maintenant dont je suis très fière, qui a monté sa boîte de... Elle fait du comment on appelle ça? Yoga pour enfants, et ça marche, ça marche. Donc elle était dans le showbiz, énergie, machin et tout, mais c'était la fille la plus, je veux dire, rigoureuse en termes d'hygiène alimentaire, d'hygiène de vie, d'hygiène sportive. Et elle me coachait, elle essayait de me coacher. Je lui disais, non mais toi Marie-Caroline, il faut que tu montres quelque chose. Et quand on la voit là, mais je suis tellement fière, quoi. Et des filles avec des bonnes valeurs, des gens avec des bonnes valeurs, mères de famille et tout. Donc non, je pense que c'est un rôle que je prends au sérieux. Et en général, je pense que je laisse des traces. De voir les relations que j'ai maintenant avec les gens avec qui j'ai travaillé, quoi. Ou des gens avec qui je suis toujours en contact maintenant et tout, quoi. Donc oui, je sais que je laisse des traces. C'est vrai. Donc, ouais. Est-ce que, selon vous, entre être un leader femme en Europe et en Afrique, c'est la même chose? Est-ce qu'on doit, quelle capacité ou quelle qualité on doit avoir en plus en Europe ou en Afrique? Est-ce qu'il y a une différence quand même? Non, je pense qu'il y a un socle commun. Donc, leadership, bon, moi je dis, bon, l'honnêteté, l'assertivité. Le leader, attention, il y a une différence entre le leader et le chef. Le leader, il fait avec l'équipe. Le chef, il dit, toi tu fais, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça, en Afrique, il faut peut-être un peu plus le préciser. Que le leadership, donc le chef doit faire aussi avec ses équipes. Donc c'est sur ça qu'il faut insister. C'est-à-dire que ici, donc le leader, bon, peut-être, il y a certains qui comprennent un peu la nuance, mais en Afrique, il faut peut-être insister sur le fait que c'est pas parce que tu es leader que tu dois tout faire faire. Tu participes avec ton équipe, tu fais faire ton équipe, tu fais monter ton équipe en compétences. Ok? Donc ça, c'est peut-être là-dessus qu'il faut un peu plus insister là-bas, je pense, en termes de différence. Parce que moi, c'est vrai qu'on a un peu vécu aussi, quand on arrive au Cameroun, on nous disait attention, ne fais surtout pas monter en compétences ton équipe, parce qu'après, une fois qu'elle aura les compétences, elle va se barrer. Et moi, je n'arrivais pas, et jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, je ne vais jamais monter. Ça n'a pas de sens, parce que quel est l'intérêt d'avoir une équipe qui n'est pas, en guillemets, montée en compétences? Comment veux-tu avancer dans ton entreprise? C'est un risque, en guillemets, apprendre. Et aujourd'hui, on a fait monter en compétence notre équipe parce que mon partenaire business, également mon partenaire à la vie, a créé une équipe de développeurs, il les a formés. Et aujourd'hui, il y a un qui est chez KPMG, qui était un ancien, par exemple. Et on est heureux, nous, on est content de voir partir. Mais en général, c'est mal vu au pays. Attends, lui, je l'ai formé. C'est ça qu'il faut qu'on change. C'est logique. C'est ça. Voilà le truc qu'il faut qu'on change. Ça, c'est le mindset qu'il faut qu'on change. Parce que penser comme ça, c'est penser à court terme. Et voilà, donc vraiment, ça, c'est le socle. S'il y a vraiment quelque chose à changer dans l'expression du leadership là-bas, c'est ça. C'est-à-dire que faire comprendre que pour fonctionner à long terme dans le cadre du leadership et faire en sorte qu'on soit développé, il faut voir à long terme. Et que ce n'est pas parce que celui que tu as formé va te dépasser que ce sera mauvais pour toi. Au contraire, ça va te faire avancer encore plus. Parce qu'à la limite, ça te stimule encore plus. Ça, c'est vraiment le gros problème qu'on a chez nous. Quand je dis chez nous, je dis c'est en général en Afrique. Bon, c'est ce que j'ai vu au Congo-Brazza en tout cas. Moi, je donc je l'ai vu. Donc ça, je dirais que ce serait plutôt ce problème-là. Donc faire comprendre que... Bah, c'est un peu... Alors, c'est aussi un peu un truc à l'ancienne. Vous savez, j'ai une très bonne amie, à mon avis, ce serait bien aussi un moment que vous l'ayez aussi. C'est Francine Toumi. Donc elle est chercheure et elle est à la fondation Bill Gates, c'est une Congolaise. Elle a créé la fondation pour la recherche médicale au Congo. Elle travaille entre l'Allemagne et elle est au bord de la fondation Bill Gates. Donc elle a fait toutes ses études à l'international et tout. Donc elle est rentrée, on lui a mis un peu les bâtons dans les roues, mais elle a créé la fondation, elle a créé son emploi. Et ce qu'elle me disait au début, elle adore la partie de la jeunesse. Parce qu'elle me dit, moi mes recherches, ok, je les fais, mais ce que j'attends moi de mes élèves, c'est surprenez-moi. La recherche, ça avance, il y a l'innovation. Donc si on compte sur ce que je fais moi, on est mort. Innover, avancer, c'est vous qui allez apporter. Et j'ai adoré la façon dont c'est l'une des rares qui prend la vocation d'enseignante par ce prisme-là. Susciter le côté innovant aux gosses, aux jeunes, pour que c'est eux le futur. Et donc, en tant que professeur, on peut être que, je veux dire, fier de savoir que quelqu'un qu'on a formé va innover, va créer. Et c'est ça qu'il faut qu'on insuffle. Et malheureusement, c'est pas ça qui est insufflé. Le truc, c'est je suis le sachant, je suis l'ancien, je suis l'aîné, donc je dois savoir plus que toi. Mais c'est ce qui nous plombe. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Je suis le chef, je suis le site, donc c'est ce qui nous plombe. Et ça, il faut qu'ils l'ouvrent. Et ça, en Europe, on l'a pas tellement. Bon, là, il y a certains travers, parce que l'être humain reste l'être humain, mais chez nous, ça se voit plus, quoi. Moi, c'est ça, là où je rebondis aussi, parce que, bon, j'ai un peu plus rebondi dessus
le grand Alain Mabankou, par exemple, était un des élèves, en tout cas, on disait, comme on dit au pays, des gens qui vont s'offusquer, un des petits de mon papa. Oui. Moi, je connais pas, moi, je suis trop jeune. Je sais pas qui est Alain Mabankou. Bah oui, bah Alain Mabankou, ça à Paris, à Amiens, à Paris. Bon, et pareil pour Bourdieu. Bah oui, dans ton Bourdieu, moi, m'en fous, je suis petite. Quand je dis et que je lis le truc, je dis, mais tant que ces gens sont venus chez moi, sont passés à la maison, et le pire, là, il est limite un peu inatteignable maintenant, parce que bon, il est aux États-Unis, il a plus de numéro de téléphone. Mais mon père est fier de voir. Mais il est là, je dis, mais donne-moi les contacts, j'ai envie de l'avoir. M'inspirer aussi de lui, mais ça fait partie de ce que vous dites, et vous disiez effectivement, il est content de voir au fait qu'effectivement, il y a un grand écrivain, un grand professeur aux États-Unis là-bas, donc il est content. C'est ça. Et c'est ça la limite, voilà, dans le cadre du leadership, je veux dire la nuance, il faut qu'on mette un peu, si vous voulez, comparer entre l'Europe et en tout cas l'Afrique francophone, parce que les anglophones c'est peut-être différent. En tout cas, moi, ce que j'ai vu au Congo, c'est cette histoire du leadership là, c'est-à-dire que le leadership, c'est faire avancer les gens. Avancer les gens, être leader, c'est avoir une certaine assertivité qui fasse qu'on vous suive, on ait envie de vous suivre, mais en même temps, vous poussez les gens pour les faire avancer aussi. Parce que, in fine, ça profite à tout le monde et c'est solide et c'est pour du long terme. Donc, Et il y a quelque chose, quand je vous avais posé la question sur le fait est-ce qu'on peut apprendre à être leader, et que vous êtes revenu aussi sur le fait que vous aviez eu beaucoup d'amour, de l'amour propre, et puis aussi un mindset de dire que voilà, sky is the limit, etc. Il y a quelque chose de très bien dedans dans le côté leadership au féminin, plutôt dans le côté maman. Je vois la maman qui est capable, entre guillemets, de fabriquer un leader, mais avec des choses assez simples, bizarrement, avec de l'amour, lui insuffler une façon de penser, et c'est pas si extraordinaire en fait, bizarrement. Mais c'est important. Il faut que ce soit la règle. Vous voyez, par exemple, surtout que nous, bon là on parle, surtout en ce moment avec Black Lives Matter et tout ce qui se passe là. Donc moi je suis quelqu'un, je me suis jamais définie par ma couleur. J'ai été élevée par des parents et on m'avait fait une interview une fois dans Marie-Claire il y a quelques années. On m'avait dit mais qu'est-ce que je pense du racisme et tout. Et en fait ce que je dis moi je ne revendique pas. Je suis. C'est la personne qui est en face qui revendique ce qu'elle veut, mais moi je suis. Et donc c'est très important d'élever vos enfants dans ce sens-là. C'est-à-dire que le noir ne doit pas s'exprimer que par rapport au racisme et tout. Qu'est-ce qu'on en a à foutre au bout d'un moment? Il faut lutter, c'est clair, il y a des combats à faire, il y a des injustices, c'est normal. Mais ça ne doit pas nous définir à chaque fois. Donc c'est pour ça que cet amour propre à la maison, c'est important. Parce que c'est celui qui construit la personne. C'est l'amour de papa et de maman et du cercle privé qui fait que derrière on sort, on a les béquilles, on a le tuteur, on a tout ce qu'il faut pour aller affronter la vie. C'est d'abord à la maison que ça se travaille, ça, cet amour propre. Déjà, comme on dit, aime-toi et les autres t'aimeront, etc. Déjà, est-ce que tu t'aimes? Donc l'amour propre, mais vraiment A majuscule et un P majuscule, c'est à la maison que ça se travaille et c'est là où on prend toutes les forces pour aller affronter ensuite l'extérieur et l'aventure extérieure, quoi. Après, le reste, c'est de la littérature, quoi. Voilà. Mais c'est beau parce que vous avez dû sortir du lot plusieurs fois au cours de votre vie. Parce qu'on n'aime pas quand les gens sortent du lot dans les pays de manière générale. Pour être au même niveau chacun, quand vous êtes un peu différente, c'est pas bien en France. Alors, mais déjà sortir du lot. Le milieu congolais, je l'ai refréquenté qu'il y a 12 ans. Je fréquentais pas le milieu congolais. C'est-à-dire que, pour vous expliquer, donc l'instinct grégaire, je l'ai pas. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui suis attiré par tout ce qui est différent de moi, qui est extérieur, etc. Donc déjà, et en plus, l'appel de l'Afrique, je ne l'ai pas eu tout de suite. Au contraire, j'avais plutôt la répulsion. Donc, je ne voulais pas du tout entendre parler de l'Afrique. Moi, c'était les États-Unis, c'était ceci, cela. Donc, en plus, le boulot que j'ai fait m'a plutôt porté vers le côté Amérique, Europe, Occident, plutôt l'Afrique. Donc c'est tardivement que j'ai eu ce côté. Donc, du coup, de toutes les façons, j'ai toujours été dans ma classe, j'ai souvent été la seule noire. Mais du coup, j'ai toujours été la mascotte ou la chouchoute de mes profs. Donc, en fait, moi, j'ai vu ce côté d'être toujours singulière ou différent, ça a toujours été un plus pour moi, ou je m'en suis servi comme un plus. Donc, j'ai jamais eu le côté, et c'est aussi l'éducation de mon père, quoi, je pense, de ma mère, ça m'a jamais été vu, j'ai jamais senti ça comme le côté d'être un peu stigmatisé ou autre. Au contraire, ma différence, elle m'a toujours valorisé. Et après, maintenant, être différente par rapport, quand je me remets dans le milieu congolais, c'est là que je vois complètement que je suis différente, oui. Que je suis différente et que je comprends pas. Voilà.
Oui, donc, mais par contre, comme dit, il faut toujours savoir d'où on vient pour avancer dans la vie. Oui. Donc, avec ce que j'ai vécu et ce que je suis devenue, je suis franco-congolaise. Je ne peux pas dire quand je me vois avec des Congolais que je suis 100%, je suis franco-congolaise. Parce que moi, j'ai fait ma crèche, ma maternelle, tout ici. La France, c'est chez moi aussi. Et j'ai beaucoup de France en moi. Donc, mais effectivement, mes racines sont le Congo. Donc, je joue les deux. Donc, j'ai le père et la mère. Voilà. Ce sont mon père et ma mère, le Congo et la France. Donc, du coup, j'essaie de trouver un équilibre entre les deux. Mais c'est clair que je suis assez différente, ouais. Oui, c'est vrai. Je m'en rends compte. C'est bon. On fait avec. D'où l'idée d'être complètement vraiment à l'aise avec celle qu'on est, avec quand même sa propre histoire, quelle qu'elle soit, son propre parcours, pour pouvoir quand même être la leader d'autres personnes, enfin en tout cas inspirer d'autres personnes. Faut être authentique, faut être soi-même. C'est-à-dire que moi, je peux rêver, les gens m'ont fait rêver, je dis ah ouais, mais je suis pas jalouse. Au contraire, je vais être stimulée par quelque chose qui va me faire rêver, il va me dire ouais, il faut que je fonce. Vous voyez, mais c'est moi. Il faut être authentique. Je veux dire, on ne peut pas être leader et avoir de l'assertivité si on triche ou on joue un rôle. Donc, je pense qu'on n'est jamais plus fort que quand on est soi-même. Parce que là, on est vraiment les pieds sur terre. On est ancré quelque part et là, on ne peut pas vous bouger, quoi. Quand un arbre a des racines bien solides, on ne peut pas le faire trembler. Donc, c'est très important. Donc, et après, voilà, le leadership, pour moi, il faut quand même une certaine intégrité et authenticité, quoi, pour pouvoir l'exercer. Enfin, ou l'être, pour être leader. Je retiens quand même cette phrase. Quand un arbre a des racines bien solides, on ne peut pas le faire bouger. Non, c'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est imagé et on le voit tout de suite, quoi. Non, c'est vraiment ça. Pardon, Linda. Moi, j'ai envie de faire une phrase polémique parce que moi, je suis toujours ça. Allons-y. Non, mais il faut. Moi, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule pour changer. Hein. Alors, tiens. J'ai beaucoup de mal avec. Comment dire ça, avec certaines femmes, parce que vous le dites, souvent le monde c'est toujours ça, parce qu'on est femmes que ça y est, on va toutes s'entendre et bien et travailler ensemble. On a dans le cadre de nos responsabilités en tant que co-animatrice de The Focus, on nous propose des profils, on va vers des profils, et il y a des profils auxquels, à travers les réseaux sociaux, on a l'impression, parce que la personne est encensée, X, Y raison, on souhaiterait en savoir plus sur elle, et on la contacte, comme on l'a fait avec vous, comme on l'a fait avec d'autres personnes qu'on connaît de proche ou pas. Et c'est le coup de gueule de se dire, quand on côtoie un tout petit peu cette personne-là et qu'on se rend compte qu'au final, ce qu'on voit à la télé ou sur les réseaux sociaux, c'est qu'une image. Et moi, bon, je ne vais pas dire de nom, ça n'a rien. Ça, c'est votre génération, ça. Parce qu'on a pas une 10 ans de génération. Non, je vous explique pourquoi. Non, mais je vous explique. Moi, je n'aime pas ma génération, c'est pas les réseaux sociaux. Moi, ma génération, c'est le travail. C'était du concret, c'est-à-dire c'était pas j'imagine ou je rêve ma vie, c'est je vis ma vie et j'essaie de vivre mes rêves. Et le problème justement là, vous évoquez un truc important, les réseaux sociaux et justement l'identité numérique qui est manageable à souhait. Donc là après effectivement c'est voilà, mais il faut faire attention. Il y a peut-être pour filtrer ou bien il y a peut-être des questions ou peut-être des filtres à mettre en place pour être sûr de tomber sur une personne dont l'image correspond à ce qu'elle est, quoi. Oui, je sais. Mais ça, c'est le problème actuel, quoi. Le côté où je vis ma vie, clic, clac et machin, dépose et tout, puis finalement, c'est pas ça. Ça, c'est ce que je déplore moi aussi. Hein. C'est les fake news, le fake. Et ce sont des personnes qui sont mises en avant, qui sont considérées comme, comment dire, des role models. Après, chacun a tout pour regarder, hein, chacun a sa subjectivité. C'est l'air du temps. En ce moment, on est dans l'ère de l'image. Vous voyez, quand je vous dis que moi, je me donnais un point vraiment d'honneur à ne me paraître nulle part. Je faisais mon boulot, on parlait de la marque pour laquelle je travaillais, donc énergie et autres. On parlait des gens, mais c'est pas moi qu'on mettait en avant. Et c'était ça mon truc. Et maintenant, on est dans une ère où c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on se met en avant et c'est pas la marque qu'on représente. Donc c'est différent. Donc et du coup, effectivement, en termes de sincérité, est-ce qu'on passe plus de temps à concrètement faire les choses ou bien à se mettre en avant en posture parce que c'est instantané et c'est juste des clics et des claques. Donc je sais pas. Bon, c'est vrai que ça c'est pas mon ADN ça.
Tirer une balle dans la jambe, mais moi non plus. Je trouve ça éphémère. C'est comme une mode et la mode, ça passe. Oui. Ouais. Le travail qu'on fait quand il est effectif, il reste et il a je pense à une espèce de pavé dans la mare et puis avec des échos. Alors qu'à l'instant T, il y a une image, elle est choisie aujourd'hui, ça va durer une semaine, après ça passe. Et c'est vrai que la crainte, en tout cas que je vois, et que voilà. J'ai toujours la chance, moi, d'être dans des milieux où je suis la plus jeune parce que je m'inspire plus des personnes plus âgées que moi, j'ai plus à apprendre. Avec les personnes de mon âge, parce qu'en général, c'est des choses, on parle de sujets qui ne m'intéressent pas et je passe gay, mais bon, j'assume. Et quand je vois tout ça me fait peur, moi. Ça me fait peur parce que du coup, je me dis, mais comment prendre en rôle modèle des gens qui. Alors, non, mais moi, là, moi, c'est moi que vous rassurez, là. Parce que c'est moi que vous rassurez, parce que si vous avez justement ces craintes, ça me rassure, parce qu'on a eu une discussion pas plus tard que hier avec une amie journaliste qui, elle, ne supporte pas, elle ne comprenait pas c'était quoi ce truc d'influenceur, mais influence, mais c'est quoi ces influenceurs? C'est des journalistes, parce qu'elle, c'est vraiment la journaliste de base qui a fait son école de journalisme, elle a 70 ans maintenant, c'est vraiment la journaliste en plus de terrain, et reporter. Donc elle dit, mais c'est quoi ces trucs? Donc, mais il faut se dire, on est dans une époque un peu de l'éphémère, vous voyez ce que je veux dire? Dans l'époque de l'image, de je zappe et je mate, comme c'était la chanson de Passy à un moment. Ouais. C'est ça. Après, du coup, là, on est confronté justement après à, bon, qu'est-ce qui dure et qu'est-ce qui est éphémère et qu'est-ce qu'on veut? Quel genre de société on veut, quoi? C'est ça après. De quel genre de vie on veut, de quel genre de relation on veut, de quel genre de rôle modèle on veut. C'est à nous de choisir. Ces gens-là, ils sont quand même suivis. Ouais. Oui. Ils sont faits, mais ils sont suivis. Donc, c'est aussi nous. Donc, c'est où on est responsable et justement on choisit des gens concrets, moins éphémères, et voilà, c'est aussi nous. Hein. Ouais, vous savez, vous vous souvenez, la société dans laquelle on vit en ce moment, et je pense que ça va devenir mondial parce que finalement, malheureusement, on est tous interconnectés, heureusement et malheureusement, parce que quelquefois les bad practices sont aussi copiées. C'est Feu Patrick Lelay. Patrick Lelay, c'était un des pontes de TF1. Il est décédé là, malheureusement pendant le Covid. Là pendant le mois de mars, je pense, à son âme, et il avait dit une phrase qui avait choqué le monde entier. Oui. Il avait dit, lui, avec TF1, la pub, c'est quoi? C'est vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Oui. Et là, il a tout dit. Oui. Ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'après, c'est à nous, on est dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc, cette intelligence, elle est à notre service, ou c'est nous qui allons finir à être au service de cette intelligence artificielle? Donc, il faut se poser des questions. Non, mais c'est bien de c'est-à-dire, pour moi, se questionner, c'est exister. Donc, il faut se remettre en question. Bon, attention, là, on va pas trop loin. Est-ce qu'on va pas trop loin? Donc, et quand vous mettez les enfants devant la télé, donc, bon, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Discuter un peu avec eux. Enfin, toutes ces choses-là, quoi. Donc, faut pas tout avaler, tout prendre comme ça, parce qu'on est tellement abreuvé d'images et de trucs. Donc, voilà. Donc, on va tous finir, faut pas finir tous lobotisés. Donc, il faut encore une réflexion, prendre du recul. Et c'est vrai, hein, mais je suis contente que vous posiez cette question. Parce qu'on se dit, mais est-ce que vraiment il n'y a plus de réflexion, les gens prennent plus de recul, ils prennent tout ce qu'on leur donne, la posture, l'image, un filtre joli qui fait bien et tout, quoi. Donc, oh, mais c'est super. Je suis d'accord, continuez à vous poser ces genres de questions, c'est bien. Oui, comme on arrive en fin d'émission, est-ce que vous pouvez donner un conseil ou alors quelque chose à dire à ces femmes qui nous écoutent, même si elles sont par exemple à une maman qui est au foyer, qui travaille pas et qui souvent elles se sentent un peu inutiles à la société et qu'est-ce qu'on peut leur dire ou leur insuffler pour qu'elles se sentent leaders de leur situation, maîtres de leur vie. Déjà, si elle est au foyer, qu'elle a des enfants, qu'elle se retourne et regarde où elle a amené ses enfants. Donc, si elle est au foyer à la maison, les enfants, maman au foyer, que les enfants vont à l'école, le mari travaille ou autre, tout ça tourne parce qu'elle est là, elle est le socle. Ok? Donc, maintenant pour elle-même, parce que les enfants vont partir un jour. Oui. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de penser à elle-même. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Là, justement, on parlait du numérique, il y a des bons côtés, de mauvaises choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi, au mois de juillet, je me suis formée aux compétences digitales, au Skill Shield Management. Parce que j'avais envie. Donc, je me suis inscrite et j'ai appris plein de trucs. Donc là, ce que je dis à une maman qui est à la maison, pour le moment, elle ne peut pas bosser parce que les enfants, ci et ça. Là, sur Internet, on peut s'inscrire à des MOOC. Il faut se cultiver. Donc, le truc, c'est que c'est très clair. C'est qu'elle voit peut-être d'autres qui ont une vie sociale parce qu'elle travaille ici. Elle est à la maison, les enfants. Déjà, c'est important. Donc, pour le moment, on ne la valorise pas par rapport à ça, mais c'est très important parce que si elle n'était pas là, les enfants, la maison ne pourrait pas tourner.
Mais pour elles-mêmes, il faut se former. Donc, si on peut pas, on est obligé de rester à la maison parce que les enfants, parce que ci, parce que ça, il y a Internet maintenant. Il faut Internet. Il faut prendre des MOOC. Il faut se cultiver. Moi, ma mère, je l'ai mise. Elle est sur YouTube dans tous les temps. Maintenant, YouTube, c'est devenu son premier média. Il faut se cultiver. Il faut prendre des MOOC. Il ne faut pas rester là, à la maison, juste en disant, bon, bah, j'aime les enfants, mais bon, je suis comme ça. Non, il faut s'éduquer. Il faut se cultiver. Enfin, pas éduquer, excusez-moi, il faut se cultiver. Donc, il faut trouver l'ordinateur, il faut se battre. Il faut avoir l'ordinateur, la connexion Internet, et hop, y aller. Et taper sur, que ce soit Google ou autre, mais c'est une ouverture sur le monde. Oui. Donc déjà, et en plus, elle pourra trouver un réseau de femmes comme elle. Il ne faut pas qu'elle reste isolée. Maman isolée à la maison. Donc, qu'elle crée même. Allez, créer une association de femmes, maman à la maison. Il ne faut pas rester seule. C'est-à-dire que les enfants ont leur vie à l'école avec leurs copains, le mari a sa vie au travail et tout, et vous à la maison. Ben non, mais créez un réseau de femmes, parce qu'il y a d'autres femmes qui sont comme vous, comme ça. Donc, mais il ne faut pas rester seule. Ok? Il ne faut pas rester seule. Il ne faut pas rester isolée. Ok? Donc, chaque chose a son temps. Il y a l'éducation au sein des enfants, mais il y a aussi vous. Parce qu'un jour, ils partiront, vous serez quoi? Il faut s'éduquer. Il faut ne pas s'isoler et, si possible, créer un réseau de femmes comme vous. Internet est là pour ça. Là, on a un mode d'emploi. J'avais demandé un conseil, là, Edwige Laure m'a donné un mode d'emploi. Un guide détaillé. C'est génial. Ah, c'est génial. Oh, mais écoutez, je suis ravie. Hein. Franchement, ça a été une heure, plus d'une heure. C'est vite quand même. Hein. Non, ah ouais. Voilà, ça passe trop vite. Désolée pour les auditrices, mais pour la cheville. Ça passait trop vite, là, je trouve. C'est passé vite, ouais. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on se parle, effectivement. Ah non, mais si vous acceptez de revenir un autre jour, vous revenez, hein. Pardon? Si vous acceptez de revenir un autre dimanche. Oui, vous emmenez des choses ou partager des expériences avec vous, oui, ou témoigner de certaines choses. L'idée de se dire, c'est que on vaut toutes quelque chose. Oui. On vaut tout, voilà, il n'y a personne qui ne vaut rien ni machin, jamais. Le truc, c'est déjà l'amour propre, se respecter soi-même pour que les autres vous respectent. Ensuite, rêver. Il faut rêver. Prenez un carnet en disant, moi, j'aimerais bien si. On ne sait jamais, parce que moi, il m'est arrivé tellement de choses. Ce serait une autre émission. Mais osez rêver grand. Ok? Et grand, c'est chacun son niveau. Voir qu'est-ce qui est grand pour lui. Voilà. Mais il faut rêver. Il faut avoir des belles ambitions. Ne pas s'isoler, s'ouvrir sur le monde. Mais surtout l'amour propre et le respect. Se respecter, c'est important. Voilà. C'est vrai. Merci. En tout cas, Linda, Joël. Je suis désolée. C'était passionnant. Ça passe vite quand même, non? Ça passe toujours trop vite. Au début, on se dit, ah, une heure, ça va. Puis après, à la fin, on se dit, ah non. J'ai hâte de voir le replay du coup, parce que là, comme on va faire ça sera sur 48 heures, l'équipe radio va la mettre sur le site et puis on va communiquer pour tous ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas pu nous suivre en direct pour en revoir le replay. Et c'est pas qu'on donnerait des sourds dans votre réponse, on va vous avoir pour prochaine. Pour de prochaines choses. Si il y a des choses à vous faire partager ou des belles expériences à montrer pour stimuler un peu, pour susciter des vocations ou autres, je viendrai vous en parler. Ah, c'est génial. Merci. Merci. En tout cas, longue vie et puis battez-vous bien et poussez les femmes. Justement, cette émission est là pour ça. Donc, déjà, ce genre d'émission, ça contribue déjà. Ça contribue pour susciter le leadership. C'était pour l'émission. Voilà. Exactement. C'est belle. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.